3 ans. Ah ouais. Ah oui. Madagascar est moins dangereux que l'Afrique du Sud, ça c'est sûr. J'ai été windsurfer depuis 2007, véliplanchiste. J'aimerais vraiment être là-bas. Je ne pouvais plus aller en Afrique du Sud parce qu'à cause du visa. Aujourd'hui, dans Storytown, j'ai le grand plaisir d'accueillir Geoffrey. Bonjour et bienvenue dans le podcast. Bonjour Axel, merci de m'avoir invité. Je commence généralement de la même manière. Je demande à l'invité d'abord de se présenter comme il se présenterait dans la vie de tous les jours. Faisons comme si on se connaissait pas du tout. D'accord. Donc je suis Geoffrey Gaspard, je suis originaire de Diego. Je suis cinéaste et photographe et gérant de Higers Madagascar sur Instagram. Alors moi, la première question que je me posais, c'est que t'as effectivement plusieurs casquettes, tu vois, mais tout ce que tu fais tourne généralement autour de la photo et de la vidéo. Oui. Et moi, je veux savoir, cette passion-là, tu l'as depuis que t'es petit, ou est-ce que c'est en grandissant et au fur et à mesure peut-être des voyages, des rencontres que t'as pu faire, tu vois, que tu développes tu vois, cette envie de capturer les moments comme ça? Alors depuis toujours, j'ai toujours voulu raconter mon Madagascar. Alors quand je parle de mon Madagascar, je viens de Diego, donc Diego Suarez et en malgache Antiran. Et étant franco-malgache et indien, donc c'est un gros métissage et assez lourd à porter des fois. J'ai toujours envie de raconter ce que c'est que d'être métis et venant de Diego. Et en fait, étant windsurfer, donc j'ai été windsurfer depuis 2007, véliplanchiste. Ok. Je fais de la planche à voile. Quand j'ai débuté, on savait pas trop faire de figure avec des amis. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu voir comment apprendre à faire des figures. Et comme c'était à l'époque, c'était le début de l'ère Facebook, on voulait aussi frimer un peu avec des images, donc prouver que voilà, on sait faire ça, telle figure ou telle figure. Ben déjà, il fallait les apprendre. Et en les apprenant, il fallait aller sur le net, regarder comment faisaient les pros. Et au fur et à mesure, à force de regarder, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, je suis plus tombé amoureux de la façon de faire, de filmer, etc. Les photos aussi, que le sport lui-même. Bon, j'aime toujours le sport, bien sûr, hein, mais voilà. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à shooter moi-même mes amis. À l'époque, il y avait des petites caméras, hein, donc on faisait ce qu'on pouvait avec les moyens du bord. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose, mais au fur et à mesure, j'ai vraiment aimé ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai dérivé sur des études en événementiel en Afrique du Sud. Et c'est là-bas que j'ai vraiment développé la passion. J'étais vraiment dans le milieu windsurf, kitesurf à Cape Town, en Afrique du Sud. Et ben après ça, c'est là-bas que j'ai vraiment développé ça et que je suis tombé amoureux, vraiment amoureux du cinéma. Parce qu'à un moment donné aussi, je me suis dit, la photo c'est bien, mais pour pouvoir raconter mieux son pays, etc. Pour plus tard, il fallait dériver dans le cinéma. À 24 images par seconde. Donc voilà, donc c'était pour moi le plus important. Et depuis, j'ai fait des études en audiovisuel, cinéma à Mumbai en Inde. Et après ça, je suis revenu au pays. Il y a énormément de choses dont je vais discuter. Mais peut-être pour commencer à la base, on va dire, tu disais que bon, aujourd'hui, voilà, tu as un métissage qui parfois tu estimes être un petit peu lourd à porter. Comment justement est-ce que tu le vis aujourd'hui? Est-ce que tu l'as toujours bien vécu et aujourd'hui ça va? Est-ce que tu... Je peux dire que je l'ai toujours bien vécu en général, mais c'est quand on commence à rencontrer des personnes qui ne sont pas du même horizon ou du même environnement que soi, que ce soit à l'extérieur de sa ville déjà et à l'extérieur du pays, on se rend compte de qui on est, d'où l'on vient, plus que quand on est chez soi. Et bon, en général, j'ai pas eu trop de problèmes, mais quand je vois ce que vivent d'autres personnes et je calque ça sur ma propre expérience, je vois que c'est quand même des fois assez lourd à porter dans le sens où on te dit tu n'es pas un malgache, tu parles pas bien malgache, etc. Alors que malgré tout, quand j'étudie l'histoire de Madagascar, je fais plein de recherches sur qu'est-ce qui fait qu'on est devenu comme ça, pourquoi tous ces métissages, etc. Eh bien, je vois que en fait on est tous métis au final parce qu'on est tous mélangés, que ce soit du côté bantou, africain, indonésien, malaisien, arabe, européen, etc. Et asiatique aussi. Et donc je me dis que au final on est vraiment un melting pot à Madagascar. Donc il n'y a pas vraiment de tu es malgache ou tu n'es pas malgache. Je comprends ce qu'il veut dire quand ils veulent dire qu'on n'est pas malgache, mais il faut que les esprits commencent à évoluer parce que c'est énorme le métissage ici. Voilà. Non, ça c'est vrai. Je pense qu'il y a peut-être certaines personnes l'oublient effectivement, ou soit peut-être en font abstrait de manière intentionnelle, tu vois. Mais oui, c'est vrai qu'il faut le rappeler, c'est que dans l'histoire de notre pays,
il y a eu beaucoup de personnes venant d'autres nations, comme tu citais tout à l'heure, qui effectivement sont venues à Madagascar et qui voilà ont commencé à créer donc ce qu'on pourrait éventuellement appeler aujourd'hui donc métissage. Bien sûr. Ok. Et je voulais revenir un peu sur ta passion du on dit windsurf, c'est ça hein Windsurf. Windsurf, ok. Bah, d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, dans le Nord, on a, je pense, un très bon spot. Hein, Oui, d'ailleurs, bien je sûr. crois avoir vu ça très récemment là. Exactement. Ouais. C'était reconnu par Red Bull France, Ouais. la mer d'Émeraude. Mm. Oui, le Nord avec Diego, toute la région de Diana. Mhm. On a ce qu'on appelle les alizés, le varachas en malgache, et c'est les alizés du sud-est qui sont très fortes, très puissantes, Ouais. et qui fait que Diego Suarez est l'un des meilleurs spots au monde. Parce qu'il y a du vent 8 mois sur 12. Wow. Et c'est le paradis pour nous, quoi. Ouais. Mais en vrai, ça peut être un vrai potentiel touristique, par exemple, tu vois. Bien Je me sûr, dis, franchement, il y a quand même déjà des choses qui se font. Bien sûr, dans oui, ce il y a sens-là. eu des festivals de kitesurf. Okay. Un peu moins de windsurf parce que c'est difficile de voyager avec ça. Mais en kitesurf, même le ministère du Tourisme est à fond dedans. Ça se développe, hein, vraiment. On peut pas revenir en arrière. C'est vraiment le futur. Waouh. Ok. Mais toi, du coup, aujourd'hui, t'es généralement sur ta main, je pense. T'as peut-être un peu du mal à en faire. Tu pratiques d'autres sports maintenant, du coup À part la musculation, le cardio, c'est tout. Malheureusement, je peux pas faire plus. C'est déjà très bien. Oui, c'est déjà très bien. Mais oui, l'idéal, c'est la mer. Ouais. Ça te manque parfois Bien sûr, quand surtout on voit des images en gérant Aigers Madagascar, je regarde le net tout le temps et je vois toutes ces photos de Diego notamment et je me dis purée, j'aimerais vraiment être là-bas, surtout en cette saison. Surtout là c'est la bonne saison là. Mais justement, tu peux me parler peut-être un petit peu de cette page. Je pense qu'aujourd'hui, quand t'es nouveau sur Instagram, je pense que c'est sûrement l'algorithme te recommande cette page-là parmi les premières. Est-ce que peut-être tu peux parler un petit peu de la jeunesse du projet, tu vois, et c'est quoi la vision que tu as en fait pour cette page-là, pour l'avenir, tu vois. Bien sûr, comme je te disais tout à l'heure, c'est toujours dans le sens où qu'est-ce que ça fait que d'être malgache, surtout en étant à l'étranger. À l'époque, c'était en 2015 que j'ai créé Aigers Madagascar, en mai 2015. Je faisais mes études à Cape Town, d'événementiel. Et j'avais toujours cette envie de raconter mon pays pour que je vois que les autres personnes de différentes nationalités que je côtoyais pouvaient voir à quoi ça ressemblait mon pays. Et raconter mon pays vraiment, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a, etc. Tous les pays du monde, on sait, on dit le nom de tel pays, on sait, on pense à quelque chose directement. Alors que Madagascar, à part le film, déjà cette idée-là, j'essaie de l'éradiquer de la tête de tous les étrangers. Mais bon, c'est un challenge. Alors la genèse est venue du fait de cette vision de Madagascar, vision positive, avec des informations positives, que ce soit le tourisme, le sport, l'environnement, la culture, la nourriture et la santé. Voilà. Donc, on essaie vraiment de montrer le positif. Alors, je ne suis pas seul. J'ai une collègue qui s'appelle Joanie Bézange, qui est de Diego également, mais qui étudie en France. Donc, on est deux, on se relaie. Et donc, la page est née à Cape Town, quand j'étais là-bas. Parce qu'en fait, je côtoyais une communauté qui s'appelle Aigers, déjà, UCT, University of Cape Town, et Aigers Cape Town. Donc, en fait, je traînais beaucoup avec eux. Alors, on faisait des Instameet. Instameet, c'est Instagram Meeting. On choisissait un lieu, une heure, et avec on faisait de la publicité après, auprès des gens à Cape Town, pour qu'on se rencontre tel jour, pour aller prendre des photos et des vidéos. Et au final, c'était des rencontres, des grosses rencontres, des fois des photographes amateurs, des photographes professionnels, et vraiment on partageait, on prenait des photos ensemble, on allait dîner ensemble après. C'était vraiment un gros groupe. Et au fur et à mesure, je me suis dit, pourquoi pas faire ça à Mada? Et c'est comme ça que j'ai créé Aigers Madagascar. Ça se prononce Aigers. Aigers veut dire Instagrammeur, en fait. Beaucoup de gens prononcent Igers. Il faut supprimer. C'est Aigers, c'est anglais, bien sûr. Okay. Et voilà. Et donc, il y a plein de Aigers dans le monde entier. Aigers Paris, Aigers France, etc. Et donc Madagascar fait partie de ce gros réseau international. Donc on a des groupes privés où on discute, on partage des idées, mais au final on est tous indépendants. Chacun gère comme il veut son Aigers. Et voilà. Et donc à Madagascar, moi j'ai décidé de mettre en avant le pays, bien sûr, le tourisme, surtout le tourisme, parce que l'objectif c'est de faire venir le maximum de gens. Il faut savoir que dès qu'il y a une mauvaise information sur le pays, ça freine les gens à venir ici directement. La dernière fois, j'étais invité par le JPM
pour faire pour intervenir. Et j'avais fait un sondage juste avant, et c'était terrible, parce que j'ai demandé à la diaspora malgache, à l'étranger, international, pourquoi vous ne revenez pas au pays? Quelles sont les premières raisons? La première étant la sécurité, la deuxième, l'instabilité politique, et la troisième, le salaire. Donc là, c'est le top 3 le plus gros. Et là, tu te dis, ah oui, quand même, il y a du boulot pour faire revenir les gens. Je me rappelle, j'ai effectivement vu... Parce que je crois que tu as publié certaines des réponses. Exactement. Ouais, j'en ai vu certaines. Et moi, je pense effectivement, c'est important d'utiliser les réseaux et les médias pour aussi, comme tu dis, véhiculer un message positif. C'est par exemple, nous aussi, ce qu'on essaie de faire un peu avec le podcast, tu vois, parce que effectivement, le problème, c'est que, surtout dans les très gros médias étrangers, généralement, quand ils parlent du pays, c'est vrai que c'est généralement pas sous un angle très flatteur, souvent, tu vois. Bon, je peux comprendre que peut-être que ça fait plus clickbait, tu vois, du coup, quand tu vois un truc négatif, les gens ont plus envie de lire quelque chose de mauvais, tu vois, plutôt que de bien. Mais je pense que c'est tout un shift aussi mental, psychologique qu'il faut faire, tu vois, auprès des gens, leur dire, écoutez, on peut parler des choses, mais d'une autre manière aussi. Il y a pas que du mauvais, tu vois. Je crois qu'il y a pas que du mauvais. Carrément. Alors, on a, juste avant qu'on reprenne le cours de notre discussion, on a un petit concept, en fait, qui s'appelle Fast Check. Yes. En gros, je te donne le choix entre deux choses et tu choisis tout simplement l'un d'entre eux si tu arrives à choisir. Ça marche. Ah, okay. Il y en a qui hésitent? Il y en a qui hésitent, ouais, il y en a qui hésitent. Je vais peut-être hésiter. Okay. Il y a 5 points, du coup. D'accord. Alors, Sony ou Blackmagic? Sony. Diego ou Tana? Diego. MacBook ou Windows? Windows. Ah, sérieux? Oui. Ah oui. Pourquoi? C'est plus simple. Ah ouais, tu trouves que c'est plus simple? C'est plus simple dans le sens où, avec Apple, j'étais grand fan d'iPhone, mais pas de Mac. Grand fan d'iPhone avant. Mais avec les gadgets à acheter encore et encore et encore, c'est un business, je comprends, mais c'est trop. Voilà. Vidéo ou photo? Vidéo. Sabedas Maskit ou Varimnanan? Sabedas Maskit. Ok. Donc c'est vrai, en fait, t'as vraiment commencé sur la photo, mais au final, c'est vrai que Oui. C'était juste une introduction pour toi, en fait, dans le monde de l'audiovisuel, et puis après, t'es passé à autre chose. Bah, je fais toujours de la photo, j'aime beaucoup ça. Ciao. C'est puissant. Ouais. Mais, j'ai l'impression d'être dans une maison, et d'avoir grandi dans cette maison, la photo, c'est ça. Et après ça, à un moment donné, tu touches le plafond avec les épaules, le dos, et tu te dis, c'est pas assez, tu veux raconter plus, et t'es obligé de casser le plafond à travers la vidéo, avec la vidéo, parce que vraiment, tu peux raconter plus. Je parle pas des prix, etc., qu'on peut gagner avec la photo ou la vidéo, mais il y a tellement de choses à raconter, ça va plus vite. Ouais. Alors que il y a de la musique, il y a les mouvements, il y a les acteurs, etc., la lumière. Bon, la photo aussi, il y a tout ça, mais... Oui, dans une moindre mesure, quoi. Exactement. Coup, ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, toi, t'as quand même eu la chance de voyager, ne serait-ce que moins. T'as vu Mada, t'as vu donc une partie de l'Afrique du Sud, Cape Town, et t'étais en Inde, à Mumbai, c'est ça? Mumbai, oui. C'est... Déjà, toi, qu'est-ce que tu as vu et ressenti peut-être dans ces deux villes, donc Cape Town et Mumbai, peut-être que tu n'as pas vu ici à Mada, tu vois? Le bon, peut-être comme le moins bon. Déjà, je vais démystifier un truc, c'est la sécurité. Ouais. Je me suis senti plus en danger dans certains quartiers de Cape Town qu'à Tana. Bon, je dis pas que Tana c'est happy, mais dans certains quartiers. Mais à certains quartiers de Cape Town, j'ai vraiment peur. Ouais. Parce que bon, on nous le dit avant d'aller en Afrique du Sud. Ok, tu prends l'information, mais finalement, la sécurité, au final, c'est bon. Déjà, il faut être au mauvais endroit au mauvais moment. Mais après ça, faut faire attention. Pareil à Mada. Et je dis que Madagascar est moins dangereux que l'Afrique du Sud, ça c'est sûr. Alors,
L'Inde encore, bon, l'Inde ça va. L'Inde où j'étais, Mumbai, c'était vraiment bien. Ouais. Je pense que Madagascar et alors l'Afrique du Sud et l'Inde sont j'ai remarqué ça finalement en revenant ici, sont des pays que Madagascar va devenir bientôt, dans le sens où ces pays sont tellement en avance, ils sont, on va dire, juste derrière l'Europe, mais ils commencent à toucher le niveau de l'Europe, hein, les États l'Occident en général. Et je pense que la technologie, le développement en général, je pense vraiment que c'est le futur de Madagascar de suivre ce genre de pays, parce que ils ont gardé leur culture, ou ils en font la promotion, et ils se développent super vite, que ce soit l'éducation, tout, c'est tellement énorme. Ouais. Et pour moi, il faut se tourner vers l'Asie, donc par exemple l'Inde et l'Afrique du Sud, pour pouvoir évoluer plus vite, parce que ce sont des pays qui nous ressemblent. Ils ont des vieilles civilisations, surtout l'Inde d'ailleurs. Et donc nous, on a des Fomba, on a des Fadi. Pareil, en Inde, j'ai vu ça. Hein, c'est 5000 ans de civilisation, avec plusieurs religions, etc. Donc je pense que il faudrait s'en inspirer. Je pense aussi que ils ont fait des erreurs, énormément d'erreurs, notamment dans l'environnement, la pollution, énormément d'erreurs. Et je pense que Madagascar, on est en train de faire ces erreurs en ce moment même. Je peux pas citer d'exemple là, mais je pense que si on regarde leurs erreurs qu'ils ont faites, eux, on peut s'en inspirer pour éviter d'aller vers la catastrophe, parce que ils ont du nucléaire, etc. Donc nous, heureusement, on n'est pas là-dedans, j'espère, jamais. Mais voilà, donc pour protéger notre environnement, c'est notre seul atout, hein, parce que le tourisme, par exemple, 10% du PIB, c'est basé sur ça. Donc il faut le protéger, et que ce soit mine, etc. Donc il faut voir ce qui s'est fait ailleurs, hein, pour prendre des leçons. Okay. D'ailleurs, quand t'es parti en Inde, tu pars solo, t'es solo, et tu découvres toi-même. Du coup, t'arrives là. Ah oui, c'était un choc. C'était un gros choc là. Hein. Alors beaucoup d'amis indiens de Diego, d'origine indienne, qui m'ont dit ah ouais, tu vas là-bas. Nous on préfère Mada, on préfère rester ici, parce que j'ai dit vous n'êtes jamais allé en Inde. Il faut au moins voir le pays d'origine quoi. Moi je suis indien, je veux dire à 40%. Mais je me suis dit bon, c'était un gros challenge. Même moi je savais pas ce que j'allais faire. Hein. Parce qu'en fait à l'époque je ne pouvais plus aller en Afrique du Sud parce que à cause du visa, et il fallait trouver une école de cinéma. Et la France pas trop, et les États-Unis trop cher. Et mon père m'a dit check l'Inde, tu es aussi indien. Mais c'est vraiment comme ça. Hein. Et c'est comme ça que j'ai checké sur le net meilleur film school, best film school in India. Et c'est là que j'ai vu ma future école donc apparaître, et j'ai cliqué. On y est allé avec mon père pendant 2 semaines pour voir, pour checker un peu. Et après ça, j'ai dit bon, j'aime. J'ai été accepté aux examens. Et ça c'était au mois d'avril. Au mois de juin, j'y étais tout seul. Wow, ok. 3 ans. 3 ans? 3 ans, ouais. Ah ouais. Ah oui. Oui. Mais j'ai des notions d'hindi, hein. Je parle un peu. Un peu. Ouais. Désolé, on pourra pas on pourra pas faire de conversation témoin parce que j'ai aucune connaissance. Mais... Et un gros challenge là-bas, c'était que je sais pas si les Malgaches pensent toujours qu'à l'étranger c'est super, etc. Jusqu'au moment où ils doivent manger. Parce que là, il y a le choc culturel direct. Et moi, le choc culturel là-bas, c'était Fad Zebu. Là-bas, c'est sacré la vache et le bœuf. Et donc, j'en ai pas mangé pendant 3 ans. Heureusement, en venant en vacances ici. Tu venais un peu, tu compensais. Exactement, voilà. Ok, d'accord. Ok. Et pendant ces 3 ans que tu passes là-bas en Inde, là, je parle de toi vis-à-vis en tant que passionné de vidéo et cinéaste, est-ce que tu as eu un déclic particulier? Tu vois, est-ce qu'à un moment, je sais pas, t'as un enseignant ou un camarade qui vous discutez, puis là, t'as un switch là dans ta tête vraiment où tu sens que tu peux potentiellement passer un cap, il y a un avant et un après, quoi, tu vois? Ah oui, sans trop faire de pub de l'école, mais l'école, c'était une top 10 mondiale. Oui. À un moment donné, bon, là, il y a tellement de film school dans le monde que ils sont un peu redescendus dans le classement, mais c'est un meilleur, super enseignement, surtout en Inde. En tout cas, c'est le numéro 1 en Inde. Et, donc, on a fait beaucoup de shoots. C'est sur 3 ans. À l'époque, c'était 2 ans, 1 an de cours général. Au bout d'1 an, tu choisis ta spécialisation. Moi, c'était la cinématographie. Tout le monde voulait devenir réalisateur, donc il y avait plusieurs départements: réalisation, cinématographie, montage, son, etc. Acteur. C'est quoi la différence entre réalisateur et cinématographie? Ah, c'est différent. Alors, cinématographie, c'est que la caméra et la lumière.
Ok. Réalisation, c'est l'écriture et diriger les acteurs. Ok, c'est clair. Voilà. Ok. Et donc voilà, donc fallait choisir son département. Donc j'ai choisi la cinématographie parce que je savais que j'avais des grosses lacunes à l'époque en caméra. D'ailleurs, bon, on apprend toujours, hein. Et voilà, donc je me suis spécialisé là-dedans pendant 2 ans. Mais c'est surtout au bout de 2 ans là-bas, donc après la première et deuxième année, au début de la troisième, que je me suis rendu compte, au bout de tellement d'expériences de shooting, on faisait des shoots à l'extérieur de l'école, entre nous, entre amis, et aussi à l'école. Énormément de shoots, que ce soit dans les studios, dans les rues de Mumbai, etc. C'était vraiment très intense. En plus de ça, à la maison, on regardait des films. Donc, on apprenait le langage narratif, cinématographique, etc. Et c'est au bout de 2 ans et plus que j'ai compris ce que c'était le cinéma. Parce que, bon, c'est très naïf, hein. Bon, j'ai débarqué, j'ai dit, ouais, je vais faire du cinéma. Je vais être réalisateur, en sortant d'ici. Mais au final, non. Beaucoup de gens qui sortent, beaucoup de jeunes ont défié leurs parents. Je parle des Indiens. Beaucoup de jeunes Indiens, mais donc mes amis, ont défié leurs parents parce que leurs parents disaient soit avocat, soit docteur, comme ici, hein, c'est pas différent. Et donc les parents ont donné une chance à leurs enfants de faire ce qu'ils aiment. Il se peut qu'une grosse majorité, au final des 3 ans, ne restent pas dans le job, hein. Ne continuent pas dans ce domaine. C'est presque l'armée dans ce job, hein. Ouais. C'est comme la cuisine. Au début aussi, je pensais que la cuisine c'était chill. Non, c'est très sérieux, hein. Donc le cinéma c'est pareil, c'est très dur. Il y a des heures pas possibles et il faut tenir. Toi, comment tu fais justement pour ne pas faire partie de ces jeunes qui n'arrivent pas à aboutir à leurs rêves, tu vois, et que donc toi tu arrives à continuer dans cet art? Alors déjà, il faut énormément aimer ça. Il ne faut rien lâcher et il faut énormément travailler. On me connaît souvent comme étant très très occupé. Bon, j'aime pas le dire, mais oui, fatalement, si tu fais des projets à gauche, à droite, tu peux pas te rendre disponible pour X, Y, Z. Et donc, tu travailles avec objectif de réaliser tel film. Là, je pense que on a dû voir la sortie prochaine de mon prochain film, Dumbwez. Ça, c'était 2 ans de travail. Ah ouais. 2 ans de travail de shooting, des allers-retours entre Tana et le Nord, puisque j'ai couvert le Mureng, ce sport traditionnel de combat. Et donc, il fallait rien lâcher. Que ce soit pour les interviews, il fallait être derrière les gens. Pour les combats, il fallait assister aux combats. Donc, c'était vraiment tough, hein, vraiment, comme je l'ai dit en anglais. Mais c'était, voilà. Et il faut vraiment être très sérieux parce qu'au final, l'expérience que vont vivre les gens en regardant ton film, eh bien, c'était tous les petits détails que toi, tu as fait derrière pendant les 2 ans. Donc, il faut rien lâcher parce qu'au final, c'est ça qui va rester dans le temps. Alors, moi, je considère mes films déjà anthropologiques, pédagogiques un peu, documentaires. Je fais du documentaire pour l'instant. Et donc, je pense que dans le temps, dans 100 ans, si on regarde, par exemple, mes films documentaires, dire, ah, ils étaient comme ça, les Malgaches. Ah, ils faisaient ça, les Malgaches, etc., etc. Ils se comportaient comme ça, les Malgaches. Donc, cette façon de parler, c'était malgache, etc., etc. Bon, moi, je couvre le Nord parce que c'est chez moi, je connais. Mais il y a d'autres régions de Madagascar qu'il faut couvrir également. Et donc, pour moi, c'est surtout à but comme une empreinte immortelle. Voilà. Oui, parce que j'avais justement une invitée qui était assise là où tu es assis et elle me disait en anglais everyone wants to be remembered oui. D'une certaine manière. Donc, oui, exactement. Et donc toi ça se fera donc au travers de l'art cinématographique. Et justement, tu parlais de la sortie prochaine de ton film. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu déjà d'où te vient l'idée, tu vois? Oui, bien sûr. Parce que bon, je pense que tu aurais pu couvrir une dizaine d'autres sujets, tu vois, mais tu as choisi celui-là en particulier. Bien sûr. Ça s'est passé comment? Alors, il y a eu une genèse. La genèse, c'était que pendant mes études en Inde, pendant notre section documentaire, on nous avait demandé de faire un documentaire comme devoir. On était notés dessus. Et moi, alors chacun donc a shooté son documentaire. Moi, j'ai décidé de revenir au pays et de shooter mon documentaire, qui s'appelait à l'époque Tavel. Et c'était déjà sur le Mureng, mais aussi sur Diego. Alors, les gens vont dire, Dumbwez et Tavel se ressemblent. Certes, Tavel est le père, entre guillemets, de Dumbwez, a inspiré Dumbwez, mais ils sont différents. Donc, en fait, dans Tavel, c'est surtout Diego. Comment la jeunesse malgache a évolué malgré le fait de ne pas être allé à l'école, etc., etc., en utilisant le Mureng. Ça, c'est Tavel.
Et donc, le temps est passé, tu avais les sorties, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été repéré par la région Réunion, donc au département Réunion, et ils ont voulu faire un projet sur le Moureng. Et donc, j'ai été contacté et commandé pour réaliser un documentaire sur le Moureng pour la partie Madagascar. C'est un gros projet interrégional dans l'océan Indien, avec Comores, Mayotte, Seychelles, Mozambique, Madagascar et la Réunion, pour étudier le Moureng. Donc, il y a des représentants par pays. Et moi, j'ai représenté Madagascar dans ce projet. Donc, c'est une commande, ce projet. C'est pas de mon propre gré. Oui. Voilà. Ah, attends, pour être sûr que j'ai bien compris, tu dis que c'est un projet interrégional. Oui. Pourquoi ils ont du Moureng aussi Bien sûr, oui. Genre aux Comores Oui, bien sûr. Ah bon? C'est ça, justement, c'est ça. Ah bon, en fait, on est tous... je savais pas du tout. En fait, on est tous liés. Ouais. Bon, ça remonte à l'ère de l'esclavage, tout ça. Il y a ça s'appelle merengue aux Comores. Je le prononce mal peut-être, Azafad aux amis comoriens et maorais. Merengue, Mourenge à Mayotte également. Et à Madagascar, Moureng. À La Réunion, c'est Moureng. Et aux Seychelles, ça s'appelle Tengue. Au Mozambique, je sais pas comment ça s'appelle. Apparemment, il y en a pas. Mais moi, je pense que l'origine du Moureng, c'est Madagascar. Voilà. Et donc, la façon de se battre, c'est différent dans chaque pays. Madagascar, déjà, il y a les mains et les pieds. Dans le nord. À Majanga, à partir de Majanga, c'est que les mains. Il n'y a pas de pieds. C'est fade. À La Réunion, par contre, c'est que les pieds. Ah ouais. C'est pas les mains. C'est un peu le cousin de la capoeire. À Mayotte et aux Comores, c'est que les poings. Ok. Voilà. Et aux Seychelles, c'est une danse. Et qu'avec les pieds. Ok, donc il n'y a pas d'affrontement physique, mais c'est plus... Aux Seychelles, l'art, malheureusement, il est pratiquement extinct, je pense. Mais sinon, à Mada et dans ces autres îles, c'est bien vivant. Ok, d'accord. Peut-être pour ceux qui ne sont pas initiés à ce sport-là, est-ce que tu peux peut-être nous dire un petit peu comment ça fonctionne? Parce que bon, je pense... Bah oui, bien sûr. Tu vois, nous expliquer peut-être les règles, comment on gagne, du coup. Bien sûr, bon, c'est très simple. C'est comme un match de boxe. Il y a 3 rounds. Ça peut monter jusqu'à 5 rounds. Le temps, alors, il faut savoir que ce n'est pas du sport. Ce n'est pas considéré comme du sport par les communautés. C'est de la culture. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas de fédération. Parce que c'est culturel. Ce n'est pratiqué que sur la côte ouest et nord. Et donc, on peut pas vraiment faire une fédération pour l'instant, en tout cas. Et donc voilà. Donc c'est 30 secondes à 1 minute par round. Il y a un arbitre, il y a un énorme public, il y a au moins des fois 2000, 3000, 4000 plus même de public. Oui, c'est énorme. Ah ouais. Quand tu verras le film, tu comprendras. Ouais. c'est un gros business au passage, parce qu'il y a les paris entre les gens. Les combattants, ce sont des stars interrégionales carrément. Tellement ils se battent entre régions. En général, c'est régions Bouéni, Sofia, Diana et Sava. Donc ouest et nord. Et un peu à Tuamasne aussi, un peu, et jusqu'à Morondave un peu. Voilà. Et sachant que l'origine, la genèse, c'est Morondave, dans cette zone-là. Et voilà, donc. Ok. Et tu gagnes. Je veux dire, est-ce que il y a un système de points comme à la boxe ou c'est quand il y en a un qui. C'est très folklorique. Ils disent que il y a des points, mais ça va tellement vite que tu vois, vois qui reçoit le plus et qui donne le plus. Et donc, il donne vainqueur souvent le gars qui a mis KO l'autre en général. Donc, qui a fait que le gars on appelle ça Niman. C'est KO technique, tu n'es pas tombé, mais tu es un peu étourdi, quoi. Ouais. Voilà. Et toi, donc, forcément, dans le cadre de ce documentaire, toi, tu es allé sur place, t'as rencontré des personnes qui pratiquent cet art culturel. Déjà, peut-être, qu'est-ce qui les motive si ça spoil pas trop le film, peut-être un tout petit peu. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui les motive à s'impliquer dans cet art culturel-là? Déjà, c'est survivre déjà. C'est surtout gagner de l'argent. Pour moi, c'est après 2 ans, même plus, puisque depuis 2018, en 2018, j'avais fait Tavel. Je suis ces fanours-là, voilà comment on les appelle. Les fanours, ça veut dire écraser, et là, c'est homme, écraseur d'hommes. Donc, il y a un représentant en général par ville ou village. Mais bon, il y a beaucoup de fanours là en ce moment parce que il y a un besoin d'argent. Je pense qu'il y a l'influence de l'Occident avec les réseaux sociaux qui font que voilà comment on s'en sort en tant qu'homme.
Donc, il faut avoir ça. Donc, beaucoup d'hommes, maintenant, Fanourla, se battent pratiquement tous les dimanches, hein, parce que en général, c'est le dimanche après-midi qu'ils se battent. Et c'est organisé, il y a des shows, il y a des carnavals, on appelle ça tam-tam, pour faire monter l'ambiance. Il y a des affrontements comme à l'UFC, hein, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Mais version GAS. Okay. Et donc, il y a beaucoup d'argent parce que déjà, les combattants demandent de l'avance. Et après ça, ils gagnent leur combat. Mais même s'ils perdent leur combat, ils gagnent de l'argent. Entre-temps, entre les rounds, pendant que un round est terminé, les combattants du round, ils sortent. D'autres combattants se battent. Pendant ce temps-là, ceux qui sont sortis, ils vont chercher de l'argent dans le public. Le public leur donne de l'argent, des cadeaux. Okay. Ils ont des sachets pleins d'argent des fois. Donc c'est encore en plus de ce qu'ils gagnent. Voilà, donc c'est... Et après ça, c'est le culte de la personnalité. C'est très folklorique. C'est très... Avec la musique, le salek très fort, avec les DJ. C'est vraiment bien. Franchement, moi j'adore. C'est une superbe ambiance. Et c'est bienveillant dans le public. Il n'y a pas de débordement. C'est juste que voilà, ils ont besoin de ça pour survivre. Okay. Et à l'époque, on avait des saisons de Mourengue qui allaient qui suivaient l'hiver austral, c'est-à-dire de avril, mai à novembre. Et avec la saison des pluies, pas de combat parce que ça se pratique sur la terre battue. Il n'y a pas de ring. Hein. Maintenant, il y a des cordes, mais avant, il n'y avait pas de cordes pour faire le ring. Et donc, à cause de la saison des pluies, ils en faisaient pas. Mais vu le besoin d'argent, maintenant, c'est tous les dimanches. Même pendant la saison des pluies. Et genre, est-ce que ça arrive que, par exemple, il y a un combattant, il est là, ce dimanche il est là, et dimanche prochain il est de nouveau là. Oui. Et donc, en fait, là, à un moment donné, rythme. Hein. Ah non, c'est chaud parce que ils sont jeunes, ils sont très jeunes. Ils ont ils peuvent être 25 ans, 30 ans dans ces eaux-là, mais il y en a plus jeunes, bien sûr, même des enfants. Il y a aussi des adultes, il y a des plus âgés, il y a des femmes aussi, les femmes Nourvav. Donc c'est très sérieux, hein. Et on peut pas enlever ça aux communautés, aux populations. Hein. C'est vraiment, ça leur est cher. Ouais. Ok, waouh, c'est incroyable ça. Et en plus, toi, t'as pu voir des combats. Quand tu vois les combats, est-ce que, enfin, toi, comment tu t'es senti en voyant les combats, tu vois, quand tu vois des gens, c'est mettre des vraies patates. C'est impressionnant parce que après ça, tu te dis bon, c'est leur boulot, c'est ce qu'ils font pour vivre. Donc tu te dis bon, tu comprends, mais sur le moment, pendant les combats, tu entends les coups, tu les entends, et même en vidéo, parce que maintenant on a des commentateurs, on a des animateurs, ils te filment le combat en direct des fois, c'est rediffusé dans des groupes Facebook spécialisés, c'est très sérieux, mais c'est ce que j'ai couvert donc dans tout ce que j'ai fait, et donc tu te dis bon, tu as mal pour les gens, bien sûr, tu comprends, tu vois, des fois il y a du sang et tout, tu as quelque chose qui s'est déplacé sur le visage ou sur le corps. Mais quelques semaines plus tard, le combattant, il revient. C'est incroyable. Et est-ce que... Moi, c'est un truc, tu vois, par exemple, je sais pas toi, mais par exemple, moi, quand je pars un peu à mes oncles, tout ça, quand, genre, ils me racontaient quand, à l'époque, ils étaient jeunes et que, tu sais, il y avait des disputes, tu vois, entre gars. Oui. Bon, éventuellement, à l'époque, ça pouvait donc, il y a une bagarre. Et ça s'arrête là, tu vois. Oui. Mais le truc, c'est que, en tout cas, moi, j'ai l'impression, aujourd'hui, si jamais il y a une embrouille, l'embrouille elle s'arrête pas là, tu vois, genre et en plus ça s'arrête pas à ça, tu vois, maintenant ça va dans tous les sens, tu vois. C'est vrai. Et est-ce que justement quand tu voyais les combattants, est-ce que tu vois, tu sentais qu'il y avait quand même un peu, est-ce que c'est juste, ils se disent allez, c'est pour notre art culturel et ça s'arrête là et voilà, on reste dans cette zone là, ou est-ce que tu vois après des fois ça prend un peu peut-être des proportions où il y a quand même des tensions un peu, tu vois, bien sûr, il y a des tensions, mais il faut savoir que ils se connaissent tous. Et ils se sont tous déjà battus au moins une fois contre l'autre. Et donc, à un moment donné, tu tisses des relations. Il y a des relations. Et donc, des fois, le public dit, ah non, ils sont trop copains. Là, ils se tapent pas vraiment. Le public est dur, hein. Le public est, c'est le public qui commande, hein. Des fois, c'est eux-mêmes qui viennent séparer les gars, hein. Parce qu'ils n'aiment pas le combat. Ou sinon, ils quittent Ah non, il est très... Le public, toi, t'es là, tu t'es tapé avec un autre gars déjà pendant 2-3 minutes, et puis le public, après, il peut partir. Il peut partir parce que c'est arrivé déjà, hein, parce le combat est trop nul. Il n'est pas vrai. Et donc, il faut savoir qu'il y a un gros fair play en général entre les combattants. Il y a même des touristes qui viennent voir. C'est devenu un circuit touristique, hein, parce que les guides viennent montrer ça aux touristes. Et c'est une expérience malgache, authentique. Et donc, non, en général, ça va. Ils boivent ensemble. C'est cool. Ça va. Et en plus, au-delà de ça, si jamais il y a débordement dans
dans la foule ou quoi que ce soit, dans le public, il y a les autorités déjà, il y a de la police qui est présente. Ok. Voilà. Excellent. Moi, je te demandais, du coup, le film, le documentaire sort prochainement. Toi, personnellement, toi, en tant qu'individu, qu'est-ce que tu en attends? Et jusqu'où t'aimerais le porter? Alors, pour moi, déjà, très loin déjà, avec des festivals internationaux. Alors, c'est pour ça qu'il sort pas tout de suite. Beaucoup de gens me demandent quand est-ce que ça sort. C'est logique, mais malheureusement ou heureusement, je l'envoie d'abord aux festivals internationaux. Ces festivals internationaux n'autorisent pas la diffusion où que ce soit, parce qu'ils veulent l'exclusivité. Donc, il faut encore attendre un tour de je sais pas combien de temps. Même moi, je ne sais pas. C'est en fonction du nombre de festivals auxquels je l'inscris. Et on verra. Mais un truc qui est important pour moi, alors ce que j'en attends, c'est que les gens en apprennent plus sur ce qu'est le pays. Souvent, on me dit, oui, je suis pas malgache, mais là, je connais plus Madagascar que les personnes qui m'accusent. Donc, là, c'est vraiment apprendre à connaître, poser des questions aux gens avant de dire les choses. Ah, t'es pas malgache. Ah, c'est pas parce que tu sais pas parler malgache ou le malgache de telle région que voilà, tu n'es pas malgache. Donc voilà. Et dans celui-là, même en général, pourquoi tu vas probablement me poser la question, pourquoi je suis revenu? Pourquoi je suis revenu faire des films en plus? Sur le pays, oui, sur les malgaches, sur la culture, etc. Eh bien, c'est parce que pour moi, ça m'embête de voir des étrangers débarquer à Madagascar, faire des films sur le pays, que ce soit documentaire ou fiction, bon, surtout documentaire, parce que ces mêmes documentaires, donc fatalement, ils ont pris un guide pour les aider, etc. Et ils sont venus avec leurs clichés en plus. Et en plus de ça, quand ils rentrent chez eux, ils font le montage, ils diffusent en ligne. Et nous, jeunes qui avons accès au réseau, etc., maintenant, de nos jours, on découvre notre propre culture, notre propre pays à travers leurs yeux. Et ça, c'est vraiment dommage parce que pourquoi pas nous, malgaches, qui racontons notre propre pays, quoi. C'est pour ça que c'est important pour moi d'être revenu déjà et de faire ça. Vraiment, hein. C'est de ça que les malgaches se connaissent mieux eux-mêmes. Parce que moi, j'étais à Tuller il y a 1 an environ et j'ai l'impression d'être un extraterrestre. Je comprenais pas tout ce qu'ils disaient. Je viens de Zégo, mais à peine je comprenais. En plus de cela, la culture est vraiment très différente et très riche. Et là, je me dis, purée, pourquoi j'ai pas su ça plus tôt? Pourquoi entre nous, malgaches, on se donne pas les informations, etc., que ce soit à l'école ou n'importe où, hein. Et là, je me dis, c'est vraiment dommage. Voilà. Je pense que c'est tellement vrai ce que tu dis, et ce que j'aime beaucoup avec ce que tu fais, c'est que tu utilises un médium aussi, je pense, qui est beaucoup plus accessible, on va dire, aux jeunes, tu vois, enfin, à une certaine maturité de jeunes. Et parce que, bon, je sais pas, toi, ce que tu en penses, hein, mais moi, c'est vrai que j'ai souvent entendu dire, par exemple, nos parents, grands-parents, connaissaient relativement bien, ou avaient certaines connaissances de la culture et de l'histoire de notre pays. Alors que c'est vrai qu'après, plus le temps avançait, tu vois, plus on dirait les générations montantes, tu vois, n'avaient pas ces connaissances-là, tu vois. Je sais pas si toi tu penses que c'est vrai ou pas, mais oui, bien sûr. On se connaît moins entre nous déjà malgaches et face à l'étranger, donc on est rien au final. Donc si on se connaît mieux nous-mêmes, ça va être plus facile, je pense. Surtout notamment déjà à travers les livres d'histoire, que ce soit à l'école. Il y a énormément à savoir. Déjà, je sais que c'est un chapitre dur, c'est l'esclavage à Madagascar qui a été immense, très 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 gros business, mais malheureusement on n'en parle plus maintenant. Or c'est comme ça que Madagascar a pu tourner entre guillemets. Et c'est comme ça aussi on a fourni, on a importé, et on en a exporté aussi. Donc on était vraiment une plaque tournante dans l'océan Indien. Et ça, tout ça, ça fait partie de l'histoire. Et malheureusement, je sais que c'est difficile d'avoir accès à ces documents, que voilà, c'est pas vulgarisé, etc. Mais il faut pouvoir savoir d'où l'on vient. Parce que dire je suis en tacarne, je suis merde, c'est trop vague. Au final, après ça en plus ça c'est une catégorie coloniale en plus. Donc ça c'est plutôt clan maintenant. On dit clan. Donc il faut savoir, c'est idéal. Mais on parle, parce que là, je refais un petit peu le lien avec l'Inde, tu vois. Oui. Genre, je fais le lien, je m'exprime. Aujourd'hui, c'est vrai que, en termes de soft power, l'Inde, avec son industrie cinématographique, donc, qu'on connaît plus pour le commun des mortels, on va dire, c'est Bollywood, tu vois. Bien sûr. J'avoue, je connais pas très bien, mais je sais que c'est un vrai truc. Je sais que c'est un vrai truc aujourd'hui.
c'est une industrie qui permet justement de faire rayonner le pays au travers du cinéma. Et je me dis, quand je vois Madagascar, quand je te vois toi, par exemple, et d'autres qui essaient de vraiment mettre en avant l'image du pays, je me dis, mais en fait, il y a sûrement, tu vois, une carte à jouer, tu vois, genre pour le branding de Mada, tu vois. J'aurais utilisé vraiment le cinéma comme, je vais pas dire une arme d'influence, mais bon, tu vois, pour un moyen de vraiment faire rayonner le pays au-delà des frontières, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, non? Bien sûr. Bon, je pense que tu le sais, Tom Cruise est venu ici, donc je sais pas s'il a comme projet de faire un film ici, mais c'est récent. Oui, il est venu en 2021, je crois. Ce serait bien qu'il fasse un truc, ce serait bien, franchement. Parce que là, vraiment, ce serait intéressant parce que, comme tu as dit, le soft power de l'Inde est super. On connaît tous Bollywood, mais déjà, je vais rectifier ça parce que à Madagascar, on croit qu'il y a que Bollywood. Ouais. Non, il y a énormément de choses. Bollywood, c'est que Mumbai. Ah bon? Oui, bien sûr. Ah ouais, c'est que l'industrie de Mumbai. Et il y a plein de petites, de plus grosses, même moyennes industries. Quand je te dis moyenne, c'est millions, hein. Déjà qu'ils sont 1,5 milliard là-bas. Il y a des industries du sud-est, sud-ouest. C'est énorme, nord-est. Donc, il faut vraiment comprendre qu'il y a la télévision, il y a les séries, il y a YouTube, il y a les films indépendants, il y a Bollywood, bien sûr, il y a les industries du Sud, etc. Et donc, ce qui fait que le soft power, il est vraiment démultiplié même. En plus, il y a les diasporas internationales, donc ce qui fait que ils atteignent le monde entier. Mais Madagascar, oui, c'est une très très bonne idée parce que de nos jours, on n'utilise que le visuel, les photos ou les vidéos pour convaincre les gens rapidement. Donc, ouais, ça pourrait marcher. Maintenant que toi, est-ce que là, le film, tu l'as fini là? Enfin, le documentaire, pardon. Oui, bien sûr. Il est fini là. Ok. Bon. Je pense que tu es un homme qui aime être occupé. En tout cas, qui aime bien avoir plusieurs choses qui tournent en même temps. T'as déjà pensé au prochain projet? Oui, bien sûr. Ce sera un documentaire toujours. Et bon, je peux pas encore en parler. Non, ne spoil pas trop, t'inquiète, mais. Donc c'est déjà en cours depuis 1 an déjà, 1 an plus. En fait, le truc ici, c'est que quand on voit un truc sur les réseaux, telle personne a fait ça, et tu sais pas combien de temps la personne a travaillé derrière. Et donc ça, c'est le résultat de 2, 3 plus même d'années de travail. Et donc commencer tôt pour avoir un documentaire complet. Alors moi, j'aime dans mes documentaires donner beaucoup d'informations. Parce que je trouve ça, ce qui fait que mes documentaires sont longs. Donc, Doom West fait 2h20 pour l'instant. Okay. Wow, okay. Donc, là, c'est Director's Cut. Donc, c'est vraiment ce qui est sorti du montage, c'est pur, là. Donc, il se peut qu'il soit découpé encore, mais voilà. Mais voilà, bon, c'est déjà en cours. On a hâte de c'est sur Mada, en tout cas. Okay. Et c'est surtout encore la culture. Ok, bon, voilà, toujours mettre en avant, parce que comme il y en a pas assez, qui va faire alors? C'est ça le truc. Mais j'espère une fois que tu pourras le diffuser au grand public, hein, fais-le nous bien savoir, hein. Bien sûr, faut envoyer ça au ciné, tout ça, pour que. Non, l'objectif c'est que, alors ce que j'aime bien, c'est pour ça que j'ai mis mon premier film documentaire TAV là sur le net, ce qui est une balle dans le pied, hein, pour un réalisateur, c'est de le mettre en ligne. J'ai été sélectionné à plusieurs festivals, j'ai gagné 2 prix, un en France, un à Mada, mais vraiment ça a fait mal de le mettre en ligne, mais comme il n'y a pas de marché, les gens ne vont pas énormément payer pour ton film, tu te dis, on le montre au public déjà pour montrer que voilà ce que tu fais, voilà ce que tu sais faire, et si jamais il y a un sponsor ou mécène qui voudrait bien t'aider, tant mieux, parce que l'objectif c'est de continuer après ça. Et donc, et aussi donc, en le mettant en ligne, que les Malgaches découvrent leur propre culture. Voilà. Ce serait quoi et là, je reviens maintenant avec l'expérience que tu as acquise, avec toutes les étapes par lesquelles tu es passé. Est-ce que pour en arriver là aujourd'hui, c'était vraiment important d'aller étudier le cinéma? Je pose vraiment la question parce que je pense que chacun a ses avis là-dessus, tu vois. Carrément, il se peut qu'en commentaire, on va me demander comment tu as fait pour aller là-bas, etc. Oui, c'est logique. Déjà, moi-même, je savais pas comment aller là-bas. Étudier le cinéma en tant que tel, je dis pas besoin, finalement. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, l'avantage de l'école de cinéma, c'est les contacts. Et les contacts de l'industrie.
dans le pays dans lequel tu es. Et là, en l'occurrence, c'est l'Inde. Et je suis toujours en contact avec tous mes amis. Je suis en contact avec des réalisateurs aussi, des producteurs, productrices, parce que il y aura des projets dans le futur, on sait jamais. Mais finalement, c'était peut-être ça. Mais pour étudier le cinéma en tant que tel, YouTube suffit. Hein. Je pense qu'on a beaucoup de réalisateurs malgaches, producteurs, etc., qui ont appris comme ça. Moi-même, maintenant, même si je veux apprendre un truc, je check pas mes cours. Je check YouTube directement, c'est plus facile. Il y a tout sur YouTube. Voilà. Et gratuitement. Oui, voilà. C'est vrai. Est-ce que tu penses que si jamais tu serais pas devenu... si tu serais pas dans l'industrie du cinéma, tu penses t'aurais pu être quoi éventuellement dans la vie? Alors, avant de devenir... de percer, entre guillemets, dans le cinéma, photo, etc., j'avais énormément le grand rêve d'être le représentant de Madagascar en planche à voile. Dans les compétitions internationales. Chose que j'ai pu faire pour les Jeux des îles en 2019 à Maurice. C'est le seul moment où j'ai pu réaliser mon rêve. Wow. Et en Afrique du Sud aussi, j'ai pu représenter Madagascar à quelques compétitions de slalom, de vitesse. Voilà. Purée, donc, ouais, ok. Mais c'est stylé, en fait. Donc, toi, aujourd'hui, en tout cas, au stade où tu en es, tu peux déjà dire que tu as réalisé au moins un de tes rêves, quoi, tu vois. Oui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, ils ont des rêves qui sont, relativement loin, et donc, du coup, il faut beaucoup de temps et tout ça, mais toi, t'en as au moins déjà fait un, donc en termes de fulfillment, déjà, tu... Ah non, bien sûr, bien sûr. Wow, ok, excellent. Qu'est-ce qui te permet aujourd'hui, je dis ça sans non plus trop te jeter des fleurs, mais aujourd'hui, tu fais partie de ceux qui performent dans cette industrie, au moins à l'échelle de Mada, tu vois. Est-ce que tu as des genres de hacks ou des tips, tu vois, que genre, entre guillemets, que tu mets en pratique? Par exemple, je sais pas, c'est peut-être la méditation ou je sais pas, des choses comme ça qui te permettent, tu penses, d'être aussi performant dans ce que tu fais et de pouvoir justement toucher à plusieurs projets en même temps, tout en... Bon, voilà, j'ose croire que tu me sembles en bonne santé sans flinguer ta santé, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Alors, déjà, le plus grand conseil, c'est déjà de dormir. Beaucoup de gens pensent que ne pas dormir, c'est bien. Mais là, il faut dormir, hein, au moins 7 heures par nuit. Mais ça va vraiment aider, hein, parce que franchement, ne pas dormir, c'est difficile. Parce que même j'ai fait des shoots de nuit, c'est très dur, hein. C'est très dur sur la santé. Donc voilà, déjà, être en bonne santé. Alors moi, déjà, je fais pas de méditation. Mais alors, peut-être 2 choses. Le sport, je vais dire le cardio, s'il faut. Si on aime courir, parce que ou marcher, ça suffit aussi. Et éventuellement la prière, je sais pas. Bon, c'est de la méditation aussi, hein, ça rejoint la méditation, mais se recentrer, savoir se recentrer, et par rapport à l'environnement, par rapport au monde, etc. Voilà. En général, c'est. Et enfin, bon, si je peux rajouter un troisième, c'est regarder ce qui se fait ailleurs, parce que tout a déjà été fait. Donc on va rien inventer à Mada, hein, c'est juste entre guillemets plagier, copier, mais à la façon GAS. Mais GAS ne veut pas dire mal, hein, parce qu'on associe le mot GAS avec un autre mot, film GAS, et comment ça rabaisse. Non. GAS, voilà, en tant que tel. Mais tout arrive, par exemple, tu parlais des setters, toi, tu arrives à les tenir, les setters, pour de vrai? C'est vraiment important pour toi, tu les... Très, très important. À part si, bien sûr, il y a des trucs urgents, des projets, etc. Oui, là, ça descend à 6 heures, 5 heures. Mais au moins 5 heures, hein. Minimum 5 heures. Parce que... Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que, en fait, je pense qu'il y a des gens, je pense, et je peux comprendre peut-être d'une certaine manière, ils sont limite fiers de dire que ils dorment que 3 ou 4 heures par soir, tu vois. Ah non, et c'est vrai que quand quelqu'un te dit ça, tu le regardes, tu te dis, waouh, toi, t'es vraiment quelqu'un de très déterminé. Mais c'est vrai que, je crois d'ailleurs, c'est vraiment scientifique même, hein, qu'à terme, ça, c'est pas tenable, en fait. Ça te dégrade petit à petit, quoi. Exactement. La concentration, tout. Même, ne dormez pas en voiture et vous verrez. C'est dangereux. Non, effectivement, Sauf que, je pense qu'on l'a, tous, non, mais on connaît quelqu'un, si c'est pas nous, après une soirée, tu commences à somnoler un peu, tu commences à avoir des trucs comme ça. Non, c'est chaud, c'est chaud. On arrive sur la fin de notre discussion, mais je voulais te poser 2 dernières questions. La première, c'était, aujourd'hui, si tu pouvais, quel conseil tu donnerais à ton toi plus jeune, à ton toi quand tu avais 15 ans 15 ans, parce que bon, l'adolescence, c'est une période où généralement tout le monde est un petit peu... Déjà, c'est très vague la question. C'est déjà se concentrer plus,
arrêter d'aller à gauche à droite, de bien choisir ses amis. Ça, c'est très important. Parce qu'au final, quand on arrive à cet âge-là de la trentaine, là, tu sais avec qui tu dois être, avec qui tu dois pas être. Les sorties en boîte limitées. Bon, ça rejoint le sommeil. Hein. Ouais. La fête, c'est bien. Bon, après ça, moi, je suis pas un grand fêtard. C'est surtout travail, mais bon, fatalement, le prochain conseil, c'est travail. Se mettre des objectifs. J'en ai plein. Là, maintenant, tu me donnes de l'inspiration. Le sport, alors ne jamais lâcher. Alors, le sport, il faut pas arrêter. Faut pas arrêter. Alors, il faut faire minimum 10 000 pas par jour, mais moi, j'arrive pas à tenir. 10 000 pas par jour, c'est 7 kilomètres. Que tu sors de ton lit, il faut faire 10 000 pas, donc il faut les tenir au moins, pour avoir une bonne santé cardiovasculaire, notamment. Voilà, hein, après ça, bon, en général, je conseille aux gens, bon, ne pas boire, ne pas fumer, pour être toujours en bonne santé. L'objectif, c'est ça, c'est de tenir le plus longtemps possible, en faisant attention à soi, et bien sûr, de travailler, d'avoir des objectifs surtout. Et enfin, si possible, si on en a les moyens, de voyager. Parce que vraiment, de sortir de son cocon, parce que ici à Madagascar notamment, on est toujours dans notre bulle, ici entre franco-malgaches, etc. Le monde anglophone dans lequel moi j'ai été m'a vraiment ouvert l'esprit. En plus, à l'ère des réseaux sociaux qui se développent, etc. Moi, je suis parti à l'étranger en 2013, pendant 5 ans, après ça, je suis revenu au pays. Donc, tout a été chamboulé sur les réseaux sociaux. Donc, beaucoup de choses j'ai découvert et appris sur les réseaux sociaux. Et au maximum de se cultiver, ne pas arrêter. Voilà. Donc, si on en a les moyens de sortir du pays un peu, limite, idéalement de sa ville déjà, de changer d'air et d'avoir l'esprit ouvert, hein, parce qu'un problème à Madagascar, on a un peu trop l'esprit fermé. Et enfin, la dernière chose, de s'adapter aux situations. Parce que on va être souvent dans des situations inconfortables dans la vie et il faudra pouvoir surfer, si je peux utiliser ce terme, entre ces situations-là. Voilà. Ok, en vrai, ma deuxième question, limite, a déjà été répondue. Du coup, je te remercie. Bon, tant mieux. Mais en tout cas, déjà, je veux dire merci pour ton partage. Je pense que tu vois, c'est ta mission, là, ce que tu t'es donné comme une de tes missions de vie, je pense, est vraiment, je dis ça de manière vraiment simple, mais c'est très humble, tu vois. Je pense que c'est bien, franchement. Il faut, j'espère que t'en inspireras d'autres. Oui, je pense que c'est en cours. Aller dans ce sens-là, voilà. Et merci pour tes différents partages. Et bien sûr, moi, ce que je souhaite, c'est que tu puisses continuer à faire les nombreux projets, notamment documentaires que tu vas mettre en place pour Mada, et que le prochain documentaire que tu vas sortir remportera masse d'avis favorables et de récompenses. À terme, au final, je pensais que tu allais poser la question. Il y aura des films de fiction à terme, parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que j'apprends des malgaches tellement de choses. Hein. Je dis malgache, mais pas malgache. Hein. Des malgaches et comment ils sont, comment ils se comportent, comment ils parlent. Et en fait, je regarde beaucoup, et même dans la rue, hein, ça c'est en route, etc. Et pour à terme de pouvoir écrire, j'écris déjà, pour faire de la fiction. À un moment donné, il faudra. Et moi, j'aime les films de fiction proches de la réalité. Ce serait quoi, par exemple, pour toi, une des refs, une ou deux références cinématographiques que t'aimes bien dans la fiction, pour essayer un peu de voir c'est quoi qui te. En espérant que je les connaisse. Notamment, ça va être des films. Alors, j'ai une grosse influence indienne, ayant étudié là-bas, grosse influence iranienne et africaine un tout petit peu. Mais voilà, donc c'est surtout des films qui racontent le. Alors, je peux pas te donner de titre, il y a tellement d'informations. Bon, bien sûr, des références américaines, bien sûr, mais des films qui montrent la réalité, le contemporain, et qui vont mettre mal à l'aise les gens, qui vont le regarder et qui vont provoquer des remises en question énormes. Et c'est ça, en fait, les films que j'aimerais faire. Bon, c'est ce que je fais déjà à travers le documentaire, je pense. Mais à terme, dans la fiction, c'est rentrer montrer le malgache, mais de façon vraiment cinématographique, et qu'au final, le public malgache notamment, se pose des questions. Voilà. Wow. Ok,
c'est très deep, comme on dirait en anglais. Et j'espère que vraiment tu pourras concrétiser ça. Bah, j'ai hâte de voir. J'ai hâte d'être mal à l'aise devant ton film de fiction. Donc, non, franchement, bah, merci à toi. Merci à toi. Vraiment, Merci à beaucoup de succès dans tout ce que tu souhaites entreprendre. Merci beaucoup.